Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième webinaire de la semaine des champions du pôle systématique. Nous avons déjà eu deux beaux webinaires les jours précédents et aujourd'hui, nous allons avoir un webinaire particulièrement intéressant puisque nous recevons toute l'équipe d'Écomesure. Et avant ça, je vais vous donner quelques précisions sur les derniers jours. Vous l'avez compris, et donc moi je suis Christian Gautreau, coordinateur de la relation entreprise au sein du pôle, et nous avons tout un programme cette semaine que vous allez voir apparaître. Nous avons donc eu Cypearl lundi, Narea hier, aujourd'hui Écomesure, et demain, last but not least, Accenta, qui nous parlera d'éco-énergie. Alors aujourd'hui, donc c'est Écomesure que nous recevons. Une petite précision concernant les questions que vous pouvez poser sur le slide suivant. Voilà, pour rappel pratique, donc vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire et puis je me chargerai en fin de webinaire de les poser à nos intervenants. Alors, juste un petit rappel, Écomesure a été choisi par le jury. Je salue Fadwa Sub, qui est notre présidente du jury. Et le jury a particulièrement apprécié 3 points sur la candidature d'Écomesure. Le premier, c'est le sujet, un sujet fondamental de la qualité de l'air. De la qualité de l'air pour la détecter, pour pouvoir adapter, pour pouvoir travailler son empreinte carbone, que ce soit pour des organisations publiques ou privées, mais avant tout pour pouvoir la détecter et pour pouvoir aller faire les actions nécessaires pour travailler cette qualité de l'air. Ça, c'est un vrai sujet fondamental que traite Écomesure. Le deuxième, c'est sur l'offre. La particularité d'Écomesure et de ses équipes, c'est d'avoir organisé une offre all-inclusive, de l'IoT, du soft, du hard, du DataWiz, du DataLink, du data sécurité, tout ça en un modèle, j'allais dire vertueux, qui s'applique à ce sujet fondamental de la qualité de l'air, mais qui peut être finalement, et qui pourra être peut-être demain, dupliqué sur d'autres demandes. Ça, c'est un vrai actif d'Écomesure d'avoir organisé toute cette chaîne. Et puis le troisième, c'est la démarche entrepreneuriale qu'a choisi, qui est portée par l'équipe et qui est portée aussi par Damien, le dirigeant, c'est d'avoir, peut-être à contre-courant de ce qu'on voit beaucoup maintenant, c'est d'être sur une croissance, j'allais dire, raisonnée, avec un mot qu'on n'entend plus maintenant et qui pourtant est fondamental, avec une organisation qui est autofinancée. Et ça, c'est un vrai plus. On a eu sur nos membres champions ces années précédentes et sur cette année aussi, des gens qui ont fait des grosses levées de fonds. Et là, on revient presque à la tradition de l'économie industrielle, puisqu'on est sans exclure de la croissance, puisqu'on a de la croissance et des projets internationaux qui vous seront présentés, mais sur une dynamique financière d'autofinancement. Ça, c'est très important. Tous ces points ont fait que le jury a retenu Écomesure pour faire d'Écomesure notre champion. Donc, je félicite encore une fois Écomesure pour ce titre. Et puis, je vais laisser la parole à l'équipe, à Laurine et à Aymeric, qui vont nous présenter l'entreprise et ses plus beaux succès. Laurine, Aymeric, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, déjà pour nous présenter, donc moi, c'est Laurine Nicolas et je suis responsable marketing et communication chez Écomesure. Bonjour, quant à moi, je suis Aymeric Prunès, Product Manager chez Écomesure. Donc, on va aujourd'hui vous présenter donc, le webinaire dont le thème est comment l'IoT transforme la surveillance environnementale. Et donc là, voilà un peu le sommaire et le déroulé du webinaire. On va commencer par un focus un peu sur le marché de l'IoT, un peu de manière globale, et qu'est-ce que ça apporte, quels sont les protocoles de communication utilisés. Ensuite, en deuxième temps, vraiment sur la surveillance environnementale, le contexte et son évolution. Il y a vraiment une évolution au cours des années et nous, en tant qu'acteurs sur le marché depuis un moment, on l'a bien vu. Et surveillance environnementale, forcément un peu axée qualité de l'air, c'est notre métier. Et ensuite, vraiment sur des cas d'usage déployés par nos clients
et comment l'IoT ici déploie ses avantages, et après ensuite un focus sur nos nouvelles solutions. Donc pour commencer sur l'IoT, quelques données clés. En 2022, on enregistrait plus d'1 milliard d'objets connectés dans le monde. Ce qu'on retrouve le plus, ça va être les écouteurs, les montres connectées qui représentent à peu près 50% des objets connectés déployés. Et après, le marché est voué à grossir. Donc là, vous voyez le graphique, c'est des chiffres de Statista. Donc le marché va tripler, en fait, le CA généré par ce marché de l'IoT va tripler en 10 ans, entre 2020 et 2030. Aujourd'hui, on trouve des objets connectés dans presque tous les domaines, la santé, la sécurité, la logistique. Et les domaines les plus concernés par l'utilisation de ces objets, donc forcément la smart home, l'industrie manufacturière avec les industries de transformation de biens, la réparation, l'installation d'équipements industriels, et aussi ce qu'on appelle les utilities, donc c'est tout ce qui est, tous les services des collectivités. On va par exemple la production et la distribution de l'eau, de l'électricité. On entend beaucoup parler des compteurs Linky, donc voilà, ça ces objets-là s'implantent beaucoup sur le marché. Pourquoi donc la contribution clé, les contributions clés de l'IoT? Il y en a plusieurs. Premièrement, ça va être faire de la surveillance en temps réel, de la maintenance, et en fait réduire les temps d'arrêt et les risques. Actuellement, l'IoT dans le marché B2B est beaucoup utilisé pour la maintenance prédictive. Ça reste la première raison de son utilisation en entreprise, pour améliorer la productivité, en identifiant rapidement où et quand se produisent les pannes avant qu'elles ne surviennent, donc vraiment la maintenance préventive, et aussi intervenir plus rapidement quand il y a une panne, identifier quels sont les équipements touchés, qu'est-ce qui se passe plus rapidement. Et aussi donc réduire les risques, alerter rapidement en temps réel le personnel en cas de danger, on en reparlera plus tard au niveau de l'environnement. Et c'est aussi, donc finalement, avec toute l'augmentation de ces objets IoT, c'est donc d'importantes quantités de données générées qui, quand elles sont bien utilisées, qu'elles sont analysées, permettent de prendre des décisions éclairées, que ce soit en interne avec des logiciels, etc., mais aussi que ce soit pour nos clients, pour les clients, les utilisateurs. Et ça permet aussi d'innover. Les objets IoT se démultiplient, on arrive à croiser les données aussi de ces différents objets et d'ajouter des fonctionnalités avancées et d'adresser de nouveaux marchés. Les protocoles de communication. Donc, comment ces objets en fait communiquent avec Internet. On voit une diversification des réseaux depuis ces 10 dernières années avec le NB-IoT, la 5G. Évidemment, il y a aussi la couverture réseau qui doit aller avec. On attend aussi une structuration du marché de l'IoT avec le déploiement massif de la 5G. Actuellement, le 4G, le LoRaWAN et le Bluetooth sont les réseaux les plus utilisés en France en 2023, que vous voyez ici sur le graphique. Ça, c'est les réseaux les plus utilisés en France par l'écosystème IoT. Et donc, nous, vous voyez, les protocoles qu'on peut utiliser chez Ecomesure. On propose de plus en plus de choix de modes de communication pour nos solutions. Donc, la tendance, elle est vraiment à la multiconnectivité et Ecomesure, on emboîte aussi le pas. Je laisse Aymeric, je te laisse la main. Ouais. Alors, justement, tous ces protocoles de communication qui se diversifient amènent à un besoin en choix quand on va déployer les projets sur le terrain et comment on va choisir la technologie. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut raisonner pour mettre la technologie au service de l'usage. Donc, on va partir du besoin qui va être exprimé, le recueil du besoin, dans le contexte du projet. Et également, on va tenir compte des réalités opérationnelles. Donc, prendre en compte les contraintes terrain, mais également les parties, les acteurs qui vont aussi intervenir sur le projet et prendre en compte les fonctions qui sont à disposition avec les ressources. Et c'est ces éléments-là qui vont nous donner le choix de la technologie qu'on va privilégier pour le projet. Donc, aujourd'hui, les modes de technologie principaux sont quand même le Wi-Fi, qui va permettre donc de pouvoir avoir des réseaux stables et haut débit.
mais qui vont quand même pas mal consommer et avoir une portée assez courte. On va avoir des technologies cellulaires plutôt classiques avec les réseaux 2G, 3G, 4G, 5G, qui vont aussi permettre des bonnes bandes passantes avec des bonnes portées, mais qui vont être assez forts en consommation d'énergie. Et depuis quelques temps, on a des réseaux cellulaires qui sont dédiés à l'IoT, qui sont LTE-M et NB-IoT, et qui se déploient de plus en plus dans le monde, et qui permettent, donc, qui sont un peu plus taillés pour l'IoT avec une meilleure consommation énergétique. Et enfin, on a les réseaux type LoRaWAN qu'on entend depuis plusieurs années, qui se déploient en Europe et dans le reste du monde aussi depuis ces dernières années, et qui sont vraiment, eux, dimensionnés pour l'IoT, qui vont avoir des très longues portées, des très bonnes performances énergétiques. Cependant, donc, le prix à payer et un besoin en débit, un besoin en bande passante plus faible. Nous, aujourd'hui, ce qu'on constate d'un point de vue vraiment opérationnel, notamment sur des problématiques internationales, c'est que les réseaux cellulaires classiques, 2G, 3G, 4G, sont la réponse à beaucoup de projets parce que c'est facile à mettre en œuvre, c'est couvert dans la plupart des cas et les débits sont quand même assez importants. Maintenant qu'on a parlé d'IoT, on va parler donc de surveillance environnementale. Pourquoi on fait de la surveillance environnementale? Donc c'est un peu le b.a.-ba, mais c'est bien de le rappeler. Pour connaître en fait les conditions d'un lieu, d'un écosystème, dans quelles conditions on évolue, et donc de faire de la surveillance sur le long terme pour détecter aussi les changements au fil de temps. Et quand on va détecter les changements, on va se dire bon, ok, on a eu un changement à ce temps T, et pourquoi on a eu ce changement-là et comprendre la cause pour pouvoir agir. De manière historique, donc en fait, la surveillance environnementale, elle s'est développée à partir des années 1970 parce que c'est là en fait où il y a eu le droit de l'environnement international qui s'est développé, qui a émergé. Dans un contexte de globalisation, des enjeux, des problèmes liés à la protection de l'environnement. Donc, le droit de l'environnement, il comprend plus de 300 conventions ou de traités multilatéraux. Et au niveau de la qualité de l'air, la première collaboration internationale, ça a été la convention PALTD, qui est la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Donc, c'est un long nom, mais en tout cas, c'est pour dire que les États, notamment européens, les États-Unis et le Canada se sont réunis et ont ouvert la voie en fait à la régulation autour de la qualité de l'air sur le plan international. En fait, cette convention, elle a mis autour de la table des scientifiques et des décideurs sur ce sujet. Notamment, c'était plus à l'origine sur le SO2 et la retombée des pluies acides. Donc, c'était pas une convention contraignante, c'était une convention voilà de partage et d'engagement en fait. Voilà, convention d'engagement. Ensuite, il y a eu des répercussions du coup à l'échelle en fait régionale, l'échelle nationale. Donc en France, la première en fait loi qui régit la surveillance de la qualité de l'air, c'est la loi LOR en 1996. Donc elle a pour but de garantir à tous le droit de respirer un air de bonne qualité. Et donc en fait, depuis 1970, il y a des associations qui se sont créées sur le territoire en France, le territoire métropolitain, mais aussi sur les territoires d'outre-mer, pour justement gérer agréer les missions réglementaires de dispositifs de surveillance de la qualité de l'air. Donc, ces associations, elles sont impartiales, elles sont indépendantes et elles collectent des données de qualité de l'air avec des stations de référence. Donc, je laisse Aymeric présenter les appareils notamment qui sont utilisés par ces ASCA. Exactement. Les analyseurs et préleveurs, tout ce qui est instrumentation donc scientifique pour l'analyse de la qualité de l'air et d'autres paramètres environnementaux. Aujourd'hui, on peut en parler parce qu'Ecomesure, on distribue ces instruments-là en France depuis une trentaine d'années. Donc, aujourd'hui, ces instruments, ils mettent en œuvre des méthodes d'analyse physiques ou chimiques avancées qui sont approuvées par la communauté scientifique. C'est encadré par des normes et donc du coup cette complexité de cette mise en œuvre a un coût d'achat sur l'instrument assez élevé parce qu'on parle d'instruments qui
qui vont faire réagir des gaz à d'autres, qui vont faire de la spectroscopie, qui vont faire des préleveurs à des débits régulés, ce genre de choses. Donc, pour s'assurer la pérennité du produit dans le temps et avoir des produits optimum qui fonctionnent parfaitement, c'est des processus assez complexes à mettre en œuvre de manière industrielle. Donc, c'est pour ça que c'est des coûts d'achat qui sont assez élevés sur ces instrumentations. Et donc, derrière, ça aussi, c'est des besoins en maintenance qualifiée parce que, comme je disais, voilà, c'est des instruments assez scientifiquement avancés qui sont souvent des chaînes de réaction assez complexes et donc avec plusieurs éléments dans la chaîne de réaction et qui nécessitent donc du coup un besoin en maintenance qualifiée. Alors et ensuite, pour mettre en œuvre ces solutions sur le terrain de la meilleure manière et puis souvent de manière collective, on va mettre plusieurs instruments ensemble pour pouvoir faire un point de mesure. Donc du coup, ça nécessite souvent l'intervention d'un génie civil pour pouvoir faire des shelters, une infrastructure dédiée à accueillir ces instruments. Ça va nécessiter des autorisations de construction ou d'implémentation assez diverses. Et ensuite, pour récupérer et exploiter ces données, en général, c'est de la donnée qu'on va venir récupérer assez manuellement et a posteriori. Donc, on va avoir une donnée sur du passé. Donc voilà, c'est un peu les limites de ces instruments très performants et qui ont des précisions très élevées. Donc, ce qui fait que l'utilisation de ces instruments est plutôt réservée aux ASCA, aux organismes agréés par l'État, aux bureaux de contrôle spécialisés et aux secteurs scientifiques, les laboratoires et autres organismes de recherche qui s'appuient sur ces instruments. Et cela aussi engendre le fait qu'on ne peut pas en déployer autant qu'on voudrait, on est obligé de choisir aux endroits où on les déploie, et donc on a un nombre de points de mesure qui est assez limité. Et pour la pollution de l'air, ça ne nous permet pas de comprendre exactement toutes les réalités et toutes les variations locales. Alors, donc, comment l'IoT amène des solutions sur la surveillance environnementale? Déjà, ce sont des solutions qui sont beaucoup plus simples à mettre en place, beaucoup plus faciles d'utilisation et beaucoup moins chères, donc moins onéreuses. Donc, ce qui va permettre de démocratiser l'accès à cette donnée parce qu'on va pouvoir en déployer, on va pouvoir s'en munir beaucoup plus facilement. De nouveaux acteurs vont pouvoir commencer à utiliser ce genre d'instruments et donc pouvoir avoir accès à cette donnée environnementale. On va pouvoir donc du coup, comme je disais, en avoir plus de points de mesure. Et donc, on va pouvoir avoir une échelle de mesure qui soit plus large et qui soit plus large, mais aussi plus fine, un maillage plus fin et comprendre mieux ce qui se passe sur le terrain au niveau de la pollution. C'est aussi de la mesure en temps réel. Donc, l'exploitation de la donnée peut se faire en temps réel et avec même des avertissements en cas de dépassement, de ça, ce qui va permettre du coup de pouvoir prendre des actions en temps réel et de manière aussi préventive, donc des actions correctives, préventives ou palliatives. Et ça, c'est une vraie plus-value de l'IoT. L'accessibilité à distance et en plusieurs points permet aussi également de surveiller des sites éloignés, de pouvoir être intégré à des projets multi-sites ou multi-acteurs pour que chaque acteur puisse avoir accès aux mesures effectuées en différents points en même temps. Et puis donc du coup, cette facilité de récupération de données à distance fait que l'exploitation et l'analyse de ces données est facilitée, également aussi par des outils qui sont intégrés dans les outils de supervision et enrichis par une facilité d'intercomparaison avec d'autres données. Alors, du coup, ce que j'ai abordé à la slide précédente, c'est que de plus en plus de nouveaux acteurs s'intéressent à l'analyse environnementale, avec notamment l'intégration des indicateurs de performance environnementale, les objectifs de développement durable, qui sont de plus en plus au cœur des rapports annuels. Et donc, ce qui pousse du coup donc plus d'acteurs avec plus d'objectifs à surveiller l'environnement et aussi la qualité de l'air. Donc, on a par exemple des industriels qui vont protéger
qui vont chercher à protéger la santé des employés donc dans le cadre d'hygiène industrielle et réduire leur impact environnemental. On a des entreprises dans le secteur tertiaire pour surveiller la qualité de l'air et promouvoir un air sain dans les bureaux, pour pouvoir, donc, dans le cadre de politique RSE, amélioration de la marque employeur et de l'attractivité de l'entreprise. Et dans la même thématique de l'attractivité, on va avoir également les villes intelligentes, les territoires qui vont qui vont avoir une approche proactive pour la connaissance et l'amélioration de la qualité de l'air, et dans une démarche plus globale de qualité de vie, et pour pouvoir renforcer leur attractivité. Je relaisse la main à Laurine. Je rajoute aussi, en fait, ça nous permet, par exemple, aussi certains pays qui nous permettent d'accéder aussi à la surveillance environnementale, typiquement parce qu'il y a un accès à l'électricité compliqué. Notamment, on a eu des projets en mine en Afrique, où là, on a pu déployer des systèmes connectés parce que on a pu les mettre sur panneaux solaires, pouvoir aussi surveiller les sites à distance, parce que c'est des sites très éloignés, comme l'a dit Aymeric. Un petit point sur le marché des capteurs de qualité de l'air. C'est un marché en forte croissance. Sur la surveillance globale de la qualité de l'air, on est environ sur des prévisions à 9 milliards de dollars d'ici 2030. Les capteurs eux-mêmes représentent 25% du marché, donc sans compter aussi tout le service associé. Donc là, vous voyez aussi, on vous a mis ici tous les marchés qu'on peut adresser. Donc la recherche, un peu, notamment aussi avec les instruments scientifiques qui s'intéressent de plus en plus aussi aux capteurs IoT, et comparer aussi les mesures qui sont faites avec les capteurs IoT par rapport aux instruments de référence. Les villes, on vous en a parlé, les atmosphères contrôlées, les salles blanches dans des lieux typiquement dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique, dans des politiques hygiène, sécurité, environnement, dans l'industrie, dans la construction. Toutes les activités émettrices, ce qui peut être très varié, et le confort intérieur, comme vous l'a expliqué Aymeric, notamment dans les bureaux, qui, on a vu, c'est quand même pas mal développé aussi avec notamment le Covid. Donc maintenant, on va vous parler des cas d'usage. On va vous expliquer un peu déjà comment fonctionne notre technologie. Donc les capteurs éco-mesure, donc vous voyez ici, donc là on vous a présenté un capteur en qualité de l'air intérieur, ici un capteur de qualité de l'air extérieur qui est déployé sur le toit des véhicules. L'idée, nous, c'est que ça soit, nos capteurs sont précis, les données sont en temps réel, comme on l'a déjà expliqué. On a tout un système de calibration de nos capteurs par polluants dans nos locaux à Saclay, avec des instruments scientifiques de référence pour garantir la qualité des mesures. Ces instruments qui sont faciles à déployer et à maintenir, et des capteurs qui sont aussi vraiment configurables pour le projet du client, qui sont multiparamètres. Donc, on va pouvoir, vous voyez un peu les polluants qu'on va pouvoir mesurer. Et aussi, pareil pour la connectivité, comme on en a parlé tout à l'heure. Et qui sont abordables, donc 10 fois moins chers que les instruments de référence. Toutes donc les données collectées par nos capteurs remontent en temps réel sur une plateforme web. Donc, vous pouvez voir un aperçu ici. On va pouvoir aussi avoir une gestion du parc de tous les capteurs qui sont installés avec une cartographie, voir à distance si les capteurs sont en état de fonctionnement, le niveau de batterie typiquement, pouvoir les contrôler aussi à distance, télécharger les données, paramétrer des alertes et des alarmes en cas soit de dysfonctionnement ou en cas de dépassement de seuil de pollution, qui va permettre aussi d'enclencher ensuite des actions. On le verra notamment dans les cas d'usage qu'on va vous présenter. Et faire aussi des rapports d'analyse automatisés sur notamment des seuils de pollution qu'on n'a pas envie de dépasser, ou sur les indices de la qualité de l'air qu'il y a notamment en France, se conformer aussi aux normes, hein. C'est une des problématiques aussi beaucoup de nos clients. Toutes ces données, donc on a notre propre plateforme web qu'on a développée chez nous, chez Ecomesure. Et après, toutes ces données, on peut aussi les intégrer dans des plateformes tierces
pour faciliter aussi le croisement des données avec d'autres types de données, que ce soit pour la performance énergétique des bâtiments ou ce genre de choses. Voilà, on a tout un service, donc que ça soit de visualisation, mais aussi d'analyse de données. Alors, un premier cas d'usage qu'on va vous présenter, c'est étudier la qualité de l'air au niveau des mines. On parle ici donc d'une mine à ciel ouvert dans la province du Québec au Canada. Donc vous voyez le nom de l'industriel qui est Rio Tinto, qui avait cette problématique de comment gérer les risques de nuisances liés aux poussières générées par l'activité minière. Donc en zone violette, c'est l'activité minière, c'est une mine à ciel ouvert de charbon, et en zone bleu ciel, c'est des résidences, des gens qui vivent là, bon, pas très loin. Et on peut se douter assez facilement que l'activité à ciel ouvert au niveau du charbon entraîne des problématiques de poussière sur les personnes qui vivent dans ces résidences. Donc, comment est-ce qu'on a répondu, nous, à cette problématique? On a apporté une solution all-inclusive, comme l'a rappelé Christian au début, donc, qui est basée sur des solutions hardware et software. On a déployé donc 3 stations EcomSmart qui vont faire la mesure des particules fines et des poussières totales en continu et qui sont alimentées sur panneaux solaires. On peut en voir une ici, par exemple, là en dessous, et qui vont en fait venir être déployées en tant que barrière de monitoring pour au point d'interface entre l'activité minière et les premières habitations. Ensuite, ces solutions mesurent en continu en temps réel et renvoient les données vers notre solution qui s'appelle EcomWatch, qui est un superviseur en continu et dynamique où les points, où on peut voir une capture d'écran à droite, où on va pouvoir voir, donc c'est affiché dans une salle de contrôle qui est en fonctionnel 24 heures sur 24 au sein de la mine en place. Et les points vont changer dynamiquement de couleur en fonction des concentrations de particules observées. Et on a également une rose des vents sur une des stations qui symbolise la mesure faite en un point du vent, donc aussi bien en termes de direction qu'en termes de vitesse. Et en fonction de ces différents éléments, les services sécurité du site peuvent prendre des dispositions et des mesures adaptées pour réduire le risque sur les riverains. Notamment, une des solutions, c'est de déployer un arrosage massif du charbon pour pouvoir figer les particules le plus possible sur le charbon et éviter que les particules se déploient vers les riverains, notamment quand il y a un vent qui porte vers les résidences. Un deuxième cas, donc là c'était le contexte dans le sud de la France où un hôpital est amené à être déconstruit et un hôpital construit juste à côté de l'hôpital actuel. Donc là, l'idée forcément, tous les chantiers génèrent des impacts, des nuisances sur l'environnement, donc souvent de production de déchets, du bruit, de la poussière. Et donc là, l'idée, c'était dans le cadre d'un chantier vert, donc une charte d'engagement chantier vert responsable. C'est vraiment une démarche volontaire. Et l'idée, c'est de limiter ces nuisances sur le site. Donc effectivement, il y a la partie qualité de l'air, mais comme je vous l'ai dit, il y a d'autres sujets. Donc limiter les nuisances au bénéfice des salariés, des riverains, mais aussi sur l'environnement. Donc là, effectivement, dans ce projet, c'était vraiment de limiter les risques sur la santé aussi des patients de l'hôpital actuel, vu que le chantier est disposé juste à côté. Donc, on a installé une centaine de stations connectées de mesure en continu, que ça soit à l'intérieur de l'hôpital actuel et aussi à l'extérieur, à proximité du chantier, pour comprendre la dispersion des poussières, s'assurer aussi de l'efficacité des actions mises en place et intervenir en cas de dépassement de seuil de pollution aux particules fines. Donc typiquement, ce qui a été mis en place, donc effectivement, donc il y a l'installation de nos systèmes avec aussi toute la solution software avec la visualisation, les alertes qu'on
vous a présenté tout à l'heure, mais aussi les autres mesures entreprises par notre client, ça a été aussi de poser des filtres sur les centrales de traitement d'air qui s'étaient positionnées sur les toits de l'hôpital. Comme l'a dit aussi Aymeric dans le cadre de chantier, dans le cadre de la mine, là c'est aussi ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils, quand il y avait des dépassements de seuil de pollution à la poussière, ils arrosaient les zones du chantier pour garder la poussière au sol. Ils ont aussi mis en place des sas d'entrée au niveau de l'hôpital actuel, pour créer un espace intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur et éviter au maximum l'entrée des poussières dans l'hôpital. Donc voilà, on voit en fait tout ce qui peut être mis en place et donc nos systèmes, ils viennent ici aussi pour s'assurer l'efficacité de ces actions. Alors, un dernier cas d'usage qui est encore plus près de chez nous, donc sur la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc, le projet, dans le cadre du projet TIGA, on a participé, on a proposé nos solutions pour la mesure de la qualité de l'air. C'est un projet qui est plus global, qui a été où les capteurs de qualité de l'air ont été placés à proximité en fait de caméras dotées d'intelligence artificielle qui elles vont analyser le trafic de manière quantitative et qualitative et vont pouvoir faire aussi vérifier l'utilisation de la chaussée, ce genre de choses. Et en fait, l'objectif du projet derrière tout ça, c'est d'estimer l'impact de la circulation routière et des différents usages de la voirie sur la qualité de l'air et de comprendre les liens de cause à effet pour ensuite adapter les politiques d'aménagement urbain, réduire pourquoi pas réduire certaines limitations de vitesse, proposer des réaménagements des voies cyclables, des voies bus, tout ce genre de politique qu'on peut mettre en place à l'échelle d'une communauté d'agglomération. Nous, comment on a répondu et comment on répond aujourd'hui avec ces stations-là qui sont toujours disponibles, visibles aux quatre coins de la communauté d'agglomération. Donc, c'est 15 stations EcomSmart pour la mesure de la qualité de l'air ambiant qui vont mesurer donc le NO2, l'ozone et les particules fines, toujours en continu. Et puis, ces données-là sont remontées en fonction des points de mesure qu'on a pu mutualiser avec la fibre disposée pour les caméras. Donc, on a fait un raccordement Ethernet sur la fibre. Et sur certains points qui sont pas exactement sur le même mât, on a mis une communication cellulaire. Donc voilà, là, pareil, un projet où on a pu notre configurabilité a pu être mise en œuvre. Et voilà. Un petit peu ce qu'on peut dire. Je vais maintenant, sur la dernière partie, vous présenter les nouvelles solutions et les dernières innovations qu'Ecomesure propose pour toujours, dans ce contexte, comment l'IoT peut continuer à révolutionner la surveillance environnementale. Alors, en tout premier lieu, aujourd'hui, c'est l'EcomSmart 2, qui est donc, on a parlé pas mal de l'EcomSmart. C'est la nouvelle génération de solutions Ecomesure pour la qualité de l'air ambiant, pour la mesure en solution extérieure. Donc cette nouvelle génération, elle apporte plus de compacité, plus de possibilités de connexion et plus de performance sur aussi bien métrologique que en termes de on a mis en place, donc on a utilisé une conception, donc une éco-conception pour designer ce produit et c'est aussi dans une approche design to cost. Le but étant de pouvoir continuer à démocratiser les solutions d'analyse de l'air par l'IoT. Et également, un des points forts et une des innovations, des axes qui a été très travaillé, c'est la facilité d'utilisation et d'installation. On a utilisé tout le feedback qu'on avait depuis les déploiements qu'on a fait sur les centaines de projets qu'on a fait ces dernières années pour pouvoir proposer un produit qui soit toujours plus facile à utiliser et plus rapide à installer. Oui, surtout que c'est des stations qui sont déployées finalement assez en hauteur sur des mâts, donc c'est vraiment une problématique qui est remontée aussi par nos clients. Exactement. Et le dernier point, mais qui découle aussi de tout ça, c'est dans un esprit rationnel de aussi rationaliser
la conception et de maîtriser les coûts pour pouvoir donc du coup proposer une solution qui soit 30% moins chère que la première génération de produits. Donc c'est prendre aussi en compte tous les aspects industriels qu'on a pu prendre, enfin mieux comprendre avec la première génération de produits. Ensuite, la solution Ecom Capture, qui en fait va combiner deux méthodes d'analyse de l'air assez différentes. Donc pour bien comprendre, donc je vous ai parlé de solutions, voilà, de stations éco-mesure nouvelle génération. Ça c'est de l'IoT, c'est de la mesure en continu avec des technologies électrochimiques, optiques, qui sont dites near reference. Mais qui ont quand même leurs limites technologiques, notamment sur la partie COV, composés organiques volatiles, qui ne vont pas pouvoir forcément faire une discrimination chimique de chaque espèce. Ce que peut faire de l'analyse en laboratoire de prélèvement d'air. Par exemple, sur canister, qui est une sorte de bonbonne qui va permettre de se remplir passivement d'air quand on va activer, donc c'est ce qu'on peut voir à gauche, et la petite bonbonne sur la solution Ecom Capture. Et donc ça, c'est un réservoir qui se remplit automatiquement quand on l'active et qui va permettre à l'air de venir rentrer dedans. A posteriori, une fois qu'on a récupéré ce canister, on peut l'envoyer en laboratoire pour une analyse vraiment très détaillée de chaque composé qui se retrouve dans l'air. Donc c'est très enrichissant et c'est très important de comprendre exactement chaque composé pour essayer de comprendre certaines choses qui se passent sur le terrain, de pollution industrielle ou autre. Et quel est l'objectif d'associer ces deux mesures? C'est la limite de l'analyse en canister, c'est que c'est un test à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on fait souvent des prélèvements sur 8 heures, mais quand on part le matin et qu'on ouvre le canister, on ne sait absolument pas ce qui va se passer, et le soir, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Et donc, on analyse de l'air, mais on ne sait pas forcément exactement à quel phénomène il peut correspondre. Et c'est là où on a eu l'idée de fusionner, de connecter ces deux mesures, c'est que de pouvoir avoir de la mesure en continu, c'est la mesure en continu qui va, elle, maintenant déclencher le prélèvement d'air. Et donc, on va pouvoir déclencher sur des pics de pollution, sur des phénomènes qu'on aurait identifiés, et ça de manière totalement automatique, parce que c'est la plateforme SaaS qui va, elle, piloter tout l'ensemble. Donc, ça nous permet en fait, au final, de bénéficier des deux méthodes d'analyse, et aussi donc de rationaliser les analyses en laboratoire par des économies de déplacement et d'analyse qui vont donc être souvent beaucoup plus pertinentes. Et enfin, la dernière innovation qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont nos modèles IA, donc qu'on a entraînés depuis plusieurs longs mois sur différents sites de référence en colocation avec nos stations microcapteurs. Et l'objectif de ces modèles IA et ce qu'ils parviennent aujourd'hui à faire, c'est d'améliorer, c'est de pallier aux limites technologiques des microcapteurs, qui étaient le bruit électronique, la sensibilité à l'environnement, donc à la température et à l'humidité. La limite de détection qui était en très basse concentration et la sensibilité à d'autres polluants aussi présents dans l'air. Donc ça, c'était les 4 points d'amélioration sur lesquels l'IA améliore. Et grâce à ces modèles d'IA, on a des résultats vraiment très performants qui permettent de s'entraîner, donc qui ont été entraînés sur des configurations multicapteurs et qui offrent des résultats de plus en plus proches, enfin qui tendent vraiment vers la précision d'instruments de référence. Donc aujourd'hui, je vous remercie à tous, et juste pour dire que voilà, on continue, c'était pour dire qu'on continue d'innover, donc toujours en étant à l'écoute du marché, des besoins clients, et d'un autre côté en étant à l'écoute des nouvelles technologies pour pouvoir proposer des solutions toujours plus innovantes pour l'analyse environnementale. Merci à tous. Merci. Eh bien, merci Émeric, merci Laurine. Très intéressant, on a bien perçu l'historique, la genèse de ces innovations et le flux continu d'innovation que vous proposez. Et encore une fois, bravo pour
toutes ces réalisations et ces use cases présentés. Alors, on a toute une série de questions que je vais vous poser et je vous laisserai, Laurine et Aymeric, répondre selon votre souhait. Alors, première question. Est-ce que la cybersécurité des équipements que vous connectez est une préoccupation de vos clients? Totalement. Oui. Totalement. En effet, on répond. On a de plus en plus de clients qui ont ces questions-là de cybersécurité. Aujourd'hui, on sait parfaitement y répondre, justement par la configurabilité de nos solutions, que ce soit par le choix du protocole de communication. Donc là, on va pouvoir choisir un protocole qui est plus ou moins, qui va répondre plus ou moins à la problématique du client. Tous les messages qui sont envoyés de nos appareils vers notre plateforme sont encryptés par une manière qui est très évoluée. C'est un encryptage propriétaire, donc personne, ça ne crée pas une brèche sur les réseaux clients. Et enfin, vraiment le top du top, c'est d'aller si besoin, d'aller jusqu'à la solution on-premise. C'est-à-dire qu'au final, on déporte la solution SaaS sur le serveur même du client et la donnée ne sort plus. Très clair. Très clair. Merci, Aymeric. Alors, question suivante. À quel point vous faites évoluer vos solutions pour les projets de vos clients? Et quel niveau de customisation vous avez en fait, chez Ecomesure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même une société aussi d'engineering. Donc, il y a des projets qu'on a vraiment designés pour des projets clients. Donc, évidemment, ça se fait avec des études au préalable. Combien de stations vont être déployées. Enfin voilà, on va pas s'embarquer dans un projet vraiment différent de ce qu'on fait actuellement pour une station évidemment, mais c'est déjà des projets qu'on a fait, notamment avec des projets en tunnel où il y avait des besoins de mesure, d'autres paramètres typiquement avec de la fumée. Donc oui, on peut s'adapter. Enfin voilà, c'est toujours des discussions qu'on a en avant-vente en fait avec nos clients, de savoir leur projet et qu'est-ce que nous on peut faire. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, Aymeric. Non, c'était vraiment très complet. Ouais, merci Laurine. Effectivement, c'est un des sujets, c'est un des points qui a été retenu aussi par le jury. Justement, c'est cette capacité à intégrer la totalité des solutions et de pouvoir proposer un package, j'allais dire global, sur des cas classiques ou des cas un petit peu plus spécifiques. Question suivante. Quel genre de prix pour ces équipements de surveillance environnementale? Alors, je ne sais pas de quel équipement on parle ici. En tout cas, pour, par exemple, les instruments scientifiques de référence, on est aux alentours de 30 000 euros, dépendamment des options toujours. Pour nos stations, pareil, ça va dépendre des polluants qu'on va vouloir mesurer, du type de connectivité, pareil, des services SaaS qu'il va y avoir derrière, mais on est aux alentours de 4 000, 5 000 euros le capteur avec les services compris. Voilà, je pense que oui, j'ai répondu. Peut-être on peut aussi, du coup, c'est aussi le point qu'on abordait, c'est aussi, il y a le coût d'achat, puis après il y a également le coût de l'installation qui va aussi bien différer d'un instrument scientifique assez difficile à mettre en place à une solution qui est designée pour ça et qui avec un coup de feuille, par exemple une solution Ecomsmart, c'est un feuillard sur un poteau en 15 minutes. Donc voilà. Bien. Alors, question suivante. Est-ce que ces plateformes vont être reliées avec les pompiers, je lis la question, pour leur faciliter leur travail, notamment pour les frontières européennes en cas de catastrophe climatique avec des équipes qui ne parlent pas la même langue? Alors nous, on donne la donnée à nos clients qui ensuite, eux, en font. Enfin voilà, on ne va pas aller de la démarche jusqu'aux pompiers, etc. Mais effectivement, ça peut être des cas d'usage utilisés. On a eu notamment beaucoup de problématiques avec notamment les feux de forêt. Alors après, c'est les clients qui s'organisent pour voir comment ils s'interconnectent avec les pompiers. Mais effectivement, c'est des questions qui peuvent être abordées avec nos systèmes.
Je compléterai exactement. Et on a également aussi des solutions aujourd'hui qui sont utilisées dans le cadre de forces d'intervention rapides, donc suite aux événements et post-Lubrizol, qui sont utilisées dans le cadre dans le risque chimique, donc pour être déployées très rapidement pour l'analyse du risque chimique suite à certains incidents industriels. Parfait, merci pour ces réponses. Question suivante. Qu'est-ce que vous avez développé directement en interne chez Ecomesure? Alors, en fait, déjà chez Ecomesure, on n'en a pas trop parlé, mais en fait, donc de base, on est distributeur d'instruments scientifiques. Donc là, on venait vraiment distribuer la solution de nos fournisseurs. Et ensuite, la première chose qu'on a développée, c'était vraiment le boîtier de communication pour relier ces instruments scientifiques à Internet, pouvoir faire de la télémaintenance, ce genre de choses. Donc, en fait, on a développé toute la partie boîtier de communication, en fait, l'architecture de communication qui est notamment brevetée. Et tout, comme on l'a vu avec MCON Smart 2, enfin voilà, c'est tout. On va intégrer des technologies de microcapteurs, mais après toute l'intégration électronique, tout le système embarqué, c'est nous qui le faisons en interne. Et pareil pour la partie SaaS. Merci Laurine. Alors, question suivante. Quel type d'alimentation est possible pour vos systèmes? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, hein, vous expliquez que dans certains cas, vous pouviez être alimenté par des panneaux solaires. Exactement. En fait, bon, déjà, par défaut, tous les produits sont livrés avec le cordon secteur pour pouvoir, en fonction du pays, être bien raccordés. Donc ça, c'est déjà par défaut. Et en effet, c'est des systèmes qui sont pas très, très consommateurs. Donc, on propose aussi des solutions solaires pour pouvoir déployer en parfaite autonomie et de manière encore plus simple pour simplifier encore plus les déploiements. Voilà. Très bien. Question suivante. Dans quelle zone êtes-vous le plus présent à l'international? Principalement l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada. Et après, on a eu beaucoup de projets aussi en Asie et au Moyen-Orient. Intéressant. Alors, question suivante. Où seront construits les capteurs? Cela représente-t-il de l'emploi en France? Alors, c'est une très bonne question. On est assez fiers de pouvoir dire qu'on travaille avec la plupart de nos fournisseurs, nos sous-traitants sont français, ils sont à moins de 100 km de chez nous. Donc, aujourd'hui, oui, voilà, tout l'ensemble la plupart de nos fournisseurs et sous-traitants les plus importants sont basés à 100 km de chez nous. Et encore en interne, on a beaucoup d'activités. On a une activité d'assemblage et de calibration dans nos locaux à Saclay. Donc, en effet, ça représente 2 emplois. Très bien. Alors, question suivante. En termes de stockage de données, cela représente-t-il un besoin supplémentaire de stockage de données pour les data centers sur le plan national? Et existe-t-il une contrainte de latence pour intégrer ces données locales à rapprocher avec les enjeux plus globaux de données spatiales, de réseaux maillés, de data centers climatiques et environnementaux? Question un peu générale sur le stockage de la donnée et l'impact sur les data centers. C'est un peu compliqué. Un besoin. Alors nous, par défaut, la solution qu'on propose, elle inclut le stockage de la donnée. Donc ça, c'est quelque chose parce que c'est nous qui gérons le stockage de la donnée par défaut. Donc pour l'utilisateur, il n'a pas besoin de s'en soucier. Et aujourd'hui, d'un point de vue technique, les latences sont très faibles. Parce que voilà, comme on disait un peu, on a développé en interne toute la partie solution plateforme. Donc on peut ajuster au mieux et on a une solution qui est scalable pour pouvoir avoir des temps de réponse très faibles et des latences très faibles. Voilà. Ouais, c'est très bien. Alors, question suivante. Question intéressante. D'autant plus que, pour rappel, nous avons un hub drone et cette question concerne la mobilité des capteurs. Est-ce que vous allez recourir à des capteurs mobiles qui pourraient être portés par des drones pour mesurer la qualité de l'air selon peut-être des couches
atmosphériques ou des couches d'air? En fait, on a déjà développé un capteur mobile donc, qui s'appelle les Comtrek, qui est donc installé sur tout type de véhicules, que ce soit on a eu un projet notamment avec des bus. Ces capteurs mobiles, on a aussi des projets, c'est en cours en fait de déployer sur drone, notamment sur on a le cas sur des sites notamment industriels où ils vont vouloir faire de la détection de fuite de gaz, par exemple le méthane. Et donc là, ça va être, on va pouvoir coupler cette solution de mesure par drone avec d'autres technologies. Juste peut-être pour rajouter sur les Comtrek, en effet, pour expliquer un peu la solution qui est vraiment très utilisable dans vraiment différents cas d'application. Donc, Lorraine disait, on a fait les bus, on a fait les drones, on est aussi sur voiture, sur vélo, on a des projets sur vélo et on a aussi un projet sur bateau. Donc, chaque véhicule peut être équipé de les Comtrek. Donc, voilà, ça permet vraiment de faire des mappings qui soient verticaux, horizontaux, tout type de ouais, on a des projets notamment sur les villes intelligentes, faire de la cartographie de la pollution urbaine, donc vraiment pouvoir valoriser aussi la flotte de véhicules qui du coup de toute façon sont amenés à se déplacer, mais leur intégrer des systèmes de mesure. Merci Laurie. Alors, question suivante. Quels sont les principaux axes d'innovation que vous entrevoyez pour ces systèmes? Alors, sur le hardware, sur le software et sur le traitement de données. 3 sujets qui concernent l'intégration de votre offre. Alors, je crois que cette question avait peut-être été un peu posée avant qu'on présente les nouvelles solutions. Donc, forcément, sur Aymeric a parlé de l'intelligence artificielle qui est un gros volet de notre volet de développement. Ouais, après, sur la partie hardware, aujourd'hui, en gros, j'ai présenté les Smart 2, donc on travaille sur différents aspects. Sur l'hardware, on va travailler sur l'aspect prise en main, facilité d'utilisation, mais également économie d'énergie. On est au plus proche, on travaille, c'est vrai, assez étroitement avec des grands fournisseurs, des grands fabricants pour pouvoir intégrer les nouveaux capteurs, les nouvelles puces, les nouveaux microcontrôleurs, donc pour avoir cet aspect, toujours être à la pointe de l'innovation au niveau matériel. Et puis après, sur la partie software, on continue d'enrichir l'offre, d'optimiser l'expérience utilisateur dans une démarche d'amélioration continue. Voilà. Notamment sur le software, on pense notamment à des partenariats potentiels qui pourraient... parce que nous, notre software, il est vraiment sur la partie qualité de l'air. Et donc là, on va venir aussi s'enrichir d'autres entreprises qui sont spécialisées dans d'autres domaines. Vraiment, c'est chacun son domaine et nous, on vient aussi s'enrichir. Mais oui, on est ouvert aussi au partenariat pour toujours enrichir nos offres. Parfait, c'est très bien. Question suivante, quels sont les projets que vous avez menés en air intérieur, excepté celui sur les hôpitaux, comme vous en parliez dans le cadre d'un nouvel hôpital? Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur la qualité de l'air intérieur? Il y a les sujets des écoles. En fait, là, on avait le projet hôpital, mais du coup, c'est des projets de manière plus générale, le sujet sur les ERP, donc les établissements recevant du public. Donc, il va y avoir les hôpitaux, effectivement, mais les écoles, on a eu un gros projet dans les écoles de Boston. On a déployé des milliers de capteurs dans chaque classe du district. On a mesuré le CO2, les particules fines, le monoxyde de carbone. Et d'ailleurs, ces données sont totalement publiques. Donc, si vous êtes curieux et que vous avez envie d'aller voir la qualité de l'air dans les salles de classe de Boston, vous pouvez, c'est SGS LabVIEW Platform, ou si vous tapez Boston Public School Air Quality, vous allez trouver. Intéressant, très intéressant. Alors, question suivante. Existe-t-il une étude de durabilité des cycles des capteurs afin que les matériaux semi-conducteurs puissent être réemployés ou réutilisés pour assurer le renouvellement par vague des capteurs selon leur durée de vie? Ça, c'est une dimension qui est intéressante de savoir si les capteurs, finalement, ils restent là longtemps ou si vous-même, vous les faites évoluer.
ça peut faire partie aussi d'une offre de service, hein, de mettre toujours des capteurs à jour. Comment ça se passe alors pour ces… Exactement. Nous, on préconise en fait une recalibration des solutions annuellement pour éviter les dérives liées au temps. Les microcapteurs ont tendance à dériver et au bout d'un an, nous, on conseille de recalibrer. On fait un reconditionnement en fait de la cartouche. Donc, on incite l'utilisateur à nous renvoyer les systèmes. Donc, on a un système de pool qui permet aussi d'éviter des interruptions de mesure. Et donc là, nous, on va réutiliser toutes les parties cartes électroniques qui sont réutilisables, les parties plastiques, et on va venir changer les parties sensibles qui sont périmées. Et celles-là, on va travailler avec nos fournisseurs pour qu'ils puissent aussi récupérer les parties qu'ils peuvent récupérer. Donc, c'est un cycle vertueux qui part de l'utilisateur et qui remonte toute la chaîne. Voilà. Et puis, on a également sur certains projets des projets où donc on a un parc locatif pour éviter certains achats qui pourraient sur des projets sur des mesures ponctuelles. Et on a aussi dans des cas de chantier des clients qui se rachètent les solutions entre elles. On les met en relation pour éviter d'avoir à reproduire. Très bien, de belles opportunités, y compris en modèle économique. Alors, question suivante. Pouvez-vous expliquer en quoi consistait l'éco-conception dans votre nouvelle génération de produits? Alors, complètement. En fait, l'idée, ça a été de rationaliser. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie de faire au mieux de l'éco-conception. C'est de réduire vraiment on a réduit l'électronique utilisée. On a réduit à peu près tout de 30 à 50%. Donc, c'est pour ça ce qui explique à la fin la réduction du coût, mais aussi bien les plastiques, les électroniques. Et puis, en optimisant tout ça, c'est ça qui nous donne l'aspect, c'est comme ça qu'on a utilisé l'éco-conception. Et en utilisant des matériaux qui soient durables, durables dans le sens aussi durabilité dans le temps, et donc éviter de ce qu'on disait avant, de devoir les remplacer régulièrement. Donc, on a des plastiques qui durent des années et des années, des cartes électroniques qui sont encore en fonctionnement depuis 10 ans. Donc, c'est tout ça qu'on prend en compte dans cet aspect éco-conception. Très bien. Merci. Alors, on a une autre question. Grâce à l'IA, est-ce que cela permettra de rapprocher des phénomènes observés dans des périodes longues, sur des zones géographiques internationales, qui se ressembleraient pour agir en conséquence, faire une espèce d'étude d'expérience, export de solutions françaises adaptées sur des bases de scénarios observés sur des territoires français ou européens? Alors, merci. J'essaie de reprendre un peu la question. Oui. En gros, nous, pour l'instant, aujourd'hui, l'IA, en effet, on l'utilise pour perfectionner notre mesure. En se basant sur des cycles d'apprentissage longs qu'on a fait à différents endroits et qu'on est en train de valider au cas par cas aussi dans différents territoires pour éviter et pour s'assurer que des apprentissages faits dans un coin de la France soient aussi toujours utilisables dans un autre coin de la France ou voire dans un autre coin du monde. Donc ça, c'est notre premier axe. Et aujourd'hui, en effet, on entrevoit l'IA comme solution de détermination de phénomènes pour expliquer aussi les sources de pollution, qu'est-ce qui peut provoquer et puis après pouvoir aussi faire du conseil derrière si ça vient de ça. Alors, voici ce que vous pouvez faire pour corriger ça. Donc ça, c'est plutôt une piste un peu plus de développement et puis qui n'est pas encore implémentée. Une approche conseil. Très bien. Alors, autre question. Quelle est la gamme de mesure in situ du CO2 et la précision de mesure? Alors, on intègre des capteurs CO2, mais de différentes technologies. Alors, vous pouvez aller voir nos spécifications techniques. Elles sont disponibles sur notre site internet. Mais du coup, on va être sur le gamme de mesure CO2 avec une technologie NDIR sur de 0,5000 ppm et sur une limite de détection à 1 ppm. Très bien.
Alors, question suivante. Vous venez de mentionner un projet dans un tunnel. Est-ce qu'il existe des projets d'IoT pour la mesure et l'action sur la qualité de l'air dans les métros, en particulier celui de Paris? Alors effectivement, oui, la presse en a beaucoup parlé, et notamment avec l'association Respire qui avait fait des études. Nous, on a des demandes effectivement de projets là-dessus. Donc oui, c'est des projets qui... On est déjà en relation en fait avec la RATP et aussi la SNCF sur différents projets. J'ai le projet du Grand Paris, effectivement, aussi. Que ce soit sur les gares installées, mais aussi sur les nouvelles gares, en fait. Comme il y a beaucoup de développement sur le Grand Paris, on est aussi sur des projets avec les nouvelles gares. Eh bien, très bien. Eh bien, je vois que le lien a été rajouté là pour Boston Public School dans le chat. Donc, ceux qui veulent savoir la qualité de l'air des écoles de Boston pourront consulter ce lien. Et on est arrivé au terme des questions. Oui, je crois que non, j'aurais oublié. Très bien. Eh bien, voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Merci Laurine, merci Émeric, et bravo encore pour ce titre de champion. Et félicitations pour toutes les évolutions et les adaptations que vous menez pour notre bien-être et la qualité de l'air en France et dans le monde. Et voilà, je remercie tous nos participants. Je remercie tous nos participants pour leur écoute. Globalement, tout le monde est resté jusqu'à la fin. Donc, c'est très sympa et j'espère que vous serez là demain également, puisque demain, ce sera le dernier de nos webinaires avec Accenta. Voilà, merci à vous tous. Excellente journée et n'hésitez pas à regarder ce webinaire en replay si vous le souhaitez ou le transmettre à vos collègues ou aux gens qui sont intéressés par ce sujet fondamental de la qualité de l'air. Merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, aux équipes systématiques ou directement à Laurine. Au revoir Laurine, au revoir Émeric. Au revoir, merci.